Bienvenue dans Eau de Vie, le podcast qui vous emmène à la découverte de l'univers des spiritueux, des vins et du monde de la boisson en général. Je m'appelle Louis-Marie et je suis le cofondateur de Speakeasy, un média qui vous emmène explorer les actualités de ces univers passionnants. Dans Eau de Vie, on part à la rencontre de celles et ceux qui imaginent ce que nous buvons. On parlera histoire, savoir-faire, terroir, création ou encore passion pour en apprendre plus sur ce qui se trouve au fond de notre verre. Mais avant de vous laisser avec l'épisode du jour, pensez à vous abonner et à laisser une note plus un avis sur Apple Podcast. C'est la meilleure des récompenses pour toutes les heures de travail effectuées chaque semaine. Bonne écoute! Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis avec Constance Moreau-Lucher. Tu es responsable marketing senior et chef de projet stratégique à la Maison du Whisky. Bonjour Constance. Bonjour à tous. Écoute, on est très content d'échanger avec toi. Alors, à la fois autour de ton parcours et puis d'un sujet en particulier, c'est celui d'une nouvelle approche plus éco-responsable en termes de distribution dans l'univers des spiritueux. Tout à fait. Alors écoute, peut-être pour rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours ? Tu as un parcours qui est très intéressant, puisqu'il n'a pas toujours été en lien avec l'univers des spiritueux. Non, on peut dire ça comme ça, effectivement. Je pense que ça fait partie des parcours peut-être un petit peu plus communs dans la réflexion de carrière aujourd'hui, qu'il était probablement moins il y a une dizaine, voire une vingtaine d'années. Donc, je suis aujourd'hui au département marketing dans une société de distribution de spiritueux, mais ma formation n'est ni dans le marketing et encore moins dans les spiritueux, j'ai envie de dire. Donc, moi, j'ai fait Normal Sup à Paris, en physique. J'ai ensuite continué j'ai fait un doctorat en physique quantique pendant 3 ans, qui m'a passionné. À la suite de quoi, je suis après partie dans le monde du conseil en stratégie au BCG, dans lequel j'ai évolué pendant 2 ans, pour finir aujourd'hui par atterrir à la Maison du Whisky depuis presque 2 ans également. Alors, quand on lit ça, ou quand je le dis comme ça, on voit pas forcément le lien logique, mais en réalité, il y en a quand même un. Donc déjà, il y a un vrai intérêt, en tout cas pour le monde des vins et spiritueux, qui a démarré à partir du moment où j'étais à Normal Sup, puisque j'ai été présidente du club œnologie à l'époque donc de Normal Sup. Donc ça m'a permis de découvrir cet univers que je ne connaissais honnêtement absolument pas. Je suis rentrée dedans à travers une dégustation de champagne. Donc et je me suis dit que voilà, c'était un monde à la fois passionnant, avec beaucoup de choses à apprendre sur des niveaux très variés, on va dire très geek entre guillemets, où on va sur de l'ampélographie et on se dit genre mais comment en fait une plante arrive à pousser en étant en stress hydrique et en modifiant des conditions de température, de chaleur, de sol, on arrive à produire en fait un liquide à la fin qui a des propriétés très différentes les unes des autres. Et voilà, des trucs un peu plus historiques, géographiques. Voilà, ça m'a permis d'aller en voyage en Alsace, et je pense que c'est rare, entre guillemets, enfin c'est un peu rare, désolé pour les Alsaciens qui nous écoutent, mais de se dire je vais prendre une semaine de vacances en Alsace, alors que c'est un territoire qui est absolument magnifique. Donc voilà, donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu et qui m'a suivi, on va dire, tout au long de mes différentes expériences, puisque après en thèse j'ai continué à être au club œno de Normal Sup. Quand je suis arrivée au BCG, j'ai monté et j'ai animé le club de dégustation du BCG. Donc c'est quelque chose voilà qui m'a suivi et c'est un univers qui m'a vraiment passionné. Après, entre la thèse et le BCG, la volonté première était de se dire bon en fait ce que j'ai fait pendant ma thèse qui était assez pointu, on va dire, dans le domaine de la physique, c'était absolument passionnant et je referais de suite si je revenais 10 ans en arrière, il y a pas de sujet, mais j'ai envie d'avoir une vision peut-être, de prendre un peu de recul justement, et au lieu de continuer à creuser l'expertise sur un sujet, d'essayer d'avoir une vision un peu plus complète. Alors j'ai envie de dire du monde, c'est un peu bizarre de dire ça comme ça, mais d'avoir une vision en tout cas un peu plus complète de comment fonctionne en tout cas l'univers dans lequel je vis aujourd'hui. Et notamment sur un domaine
que je n'avais absolument pas abordé pendant mes études, qui est un monde un peu plus business. Et je me suis dit, en fait, j'ai deux options. Soit je retourne en études et je fais un MBA, soit je le fais de manière un petit peu plus appliquée et je vais dans le monde du conseil en stratégie. Je sais pas si c'est la réalité. En tout cas, c'est comme ça que j'ai mené ma réflexion. À la fin de ma thèse, j'avais 28 ans, donc je me suis dit si je retourne en études, je vais commencer à travailler, voilà, un peu tard, avec le nombre d'années qu'on doit passer, ça veut dire que je partirai à la retraite, probablement un pied devant l'autre, quoi. Du coup, je suis partie dans le monde du conseil. J'ai fait 2 ans au sein du BCG, ça m'a appris énormément de choses en très peu de temps. C'est la promesse. C'est en tout cas ce qu'ils nous vendent. Après, dans des conditions diverses et variées, mais c'est la réalité. Ça m'a permis de voir beaucoup de sujets très différents. Voilà. Et au bout de 2 ans, c'est arrivé en plus en pleine période Covid également, ce qui a probablement accéléré ma réflexion sur le next step. Mais je me suis dit j'ai quand même vu pas mal de choses. Je dis pas que je suis une experte en business, loin de là, mais par contre, j'ai assez d'armes pour pouvoir aller sur ma prochaine étape professionnelle, avoir quelque chose qui me permette d'être toujours sur un niveau stratégique, mais avec une composante business beaucoup plus importante. Et là, je me suis dit, en fait, c'est le moment un peu ou jamais pour moi de me dire, j'ai envie d'allier ma passion pour le monde des vins et spiritueux, mais qui était très vin, très honnêtement, et mon futur job. Et par le hasard de connaissances et de rendez-vous et de café pris, il se trouve que j'ai eu vent de l'opportunité d'un poste à la maison de whisky. Et voilà comment je suis arrivé à la maison de whisky. Mais soyons très clairs, mon niveau d'expertise dans le monde des spiritueux en arrivant à la maison de whisky était nul ou quasi nul en tout cas. Donc contrairement à, je pense, 99% des employés LMDW où il y a une véritable passion et une véritable même un certain niveau d'expertise pour les produits. Moi, il y avait une envie de connaître définitivement, mais en termes de dégustation, je ne suis toujours pas d'ailleurs au niveau des employés classiques. Par contre, il y avait une découverte du milieu également en me disant alors, je vais pas dire que je connais assez bien le monde du vin. Enfin, ça dépend toujours à qui on parle, quoi. Je connais certaines choses dans le monde du vin. Je déguste pas mal. Par contre, niveau spi, j'y suis pas. Mais je sais que c'est à la fois similaire et assez différent. Donc, il y a cette appétence qui me dit en fait, je viens d'ouvrir une porte d'un monde que je connais pas trop, mais j'ai quand même quelques codes qui me permettent de comprendre un tout petit peu ce que je suis en train de voir, et ça m'intéresse beaucoup d'essayer de comprendre ça. Donc, ça m'intéresse de connaître le produit, et en plus, j'ai une opportunité qui me permet de mettre en application, j'ai envie de dire, ou mettre en valeur en tout cas à la fois mes compétences dans le monde un peu strat, dans le monde bêtement analyse de données, j'ai envie de dire, parce qu'entre une thèse en physique et le BCG, j'ai vu quelques tableaux de chiffres. En tout cas, ça ne me fait pas trop peur. Et tout ça fait que le poste qui a été créé également pour moi faisait complètement sens. Voilà. Ok. Donc là, on est en 2020. Tu rejoins la maison de whisky et effectivement, tu vas prendre part à un projet d'envergure. Qui est le lancement en France d'EcoSpirit. Exactement. Donc, on est fin 2020 puisqu'on est en décembre 2020. Donc, on est plutôt sur la dernière partie de 2020. Et effectivement, donc EcoSpirit, c'est une société singapourienne qui est née en 2018 et qui a eu la volonté à partir de fin 2020 de déployer en fait sa solution dans d'autres pays. Donc si je reviens, en gros on a l'opportunité d'EcoSpirit Singapour qui est arrivée fin 2020 en disant on est sur le marché, on veut ouvrir notre solution sur le marché français. On pense que la maison du whisky est l'acteur le mieux placé aujourd'hui en tout cas pour mettre en place cette solution. Est-ce que vous êtes partant? Et mon arrivée au sein de la maison de whisky c'était un peu l'alignement des planètes, j'ai envie de dire, puisque j'avais une forte composante dans mon poste qui était sur la partie chef de projet stratégique, et donc une partie en tout cas de ma mission, ça a été d'analyser l'opportunité EcoSpirits en France, premièrement, et l'opportunité EcoSpirits en France pour la maison du whisky. On a mis 1 an à étudier tout ça, et effectivement on a lancé officiellement la solution en janvier 2022, donc vraiment là il y a 11 mois et demi en France.
Ok. Et alors, peut-être avant de parler d'EcoSpirit et de cette solution en elle-même, elle intervient au moment du pic du Covid, où l'univers du CHR, donc tout ce qui est café, hôtel, restaurant, bar, est quand même très très impacté par le Covid. Et c'est une solution qui vient répondre à plusieurs problématiques que tout cet univers-là se pose. Complètement. En fait, alors, c'est effectivement fin 2020, tout début 2021. C'était à la fois hier et puis ça nous paraît maintenant il y a très très longtemps. Je pense que si on redisait aux gens qu'il faut avoir un couvre-feu, mettre le masque 100% du temps, ce serait encore plus compliqué maintenant que ça ne l'était déjà à l'époque. Donc c'est arrivé à ce moment-là. J'ai envie de dire, nous on a eu une petite chance entre guillemets parce que effectivement tout le CHR était fermé, donc évidemment sur toute notre activité, nous maison du whisky sur le CHR évidemment était à l'arrêt, mais on a la chance d'avoir sur une partie CHR indirecte des très bonnes relations, notamment avec certains de nos clients, et on a continué à avoir un petit peu de relationnel, enfin je veux dire sans business, mais juste relationnel avec ces personnes-là, et ça nous a permis également d'avoir du retour terrain et de comprendre un petit peu les problématiques que se posait le CHR à ce moment-là, et surtout avec une prévision de réouverture un jour. On savait pas exactement quand, mais en tout cas dans nos prévisions, on avait toujours une réouverture du CHR un jour. Et ce qu'on a retenu, c'est qu'il y avait deux grosses problématiques auxquelles il fallait pouvoir répondre quand le CHR allait réouvrir. La première, elle est assez évidente, c'est une problématique de coût. On comprend bien, quand on a un business qui a été fermé 9 mois sur 12, il va falloir trouver une solution pour rattraper en tout cas le manque à gagner et diminuer la partie coût pour essayer de survivre tout simplement. Donc on savait qu'on allait nécessairement avoir une question d'optimisation des coûts à la réouverture pleine du CHR. Et il y avait une deuxième question qui, j'ai envie de dire, c'est un trend qui est connu et qui existe depuis quelques années, c'est pas complètement nouveau, qui a pris quand même un essor un peu plus important au moment de la crise Covid, qui est, on va dire, si je dis de manière très large, une question de sustainability, c'est-à-dire d'où viennent mes produits, quel est l'impact des produits que je consomme et que j'achète sur la planète, et d'où ça vient, quelle est la traçabilité et comment je fais pour essayer de consommer mieux, d'impacter moins la planète et d'apporter ma petite pierre à l'édifice, parce que ça fait partie ça commence à faire partie en tout cas des gestes du quotidien. Donc on sait qu'on avait ces deux questions-là à répondre, et on a EcoSpirit Global de l'autre côté qui vient nous voir pour nous dire, nous, on a développé une solution de distribution des spiritueux pour le monde du CHR qui est plus éco-responsable. Est-ce que ça vous intéresse? Donc effectivement, sur la grosse question de base, on se dit en fait, on a quelque chose qui vient répondre à des questions qu'on se pose. Étudions avec beaucoup de sérieux cette proposition et voyons comment on peut faire en sorte, de la développer, de la déployer et faire en sorte que ce soit gagnant pour tout le monde, que ce soit gagnant évidemment pour nous, que ce soit gagnant pour le consommateur, pour le client CHR, pour le consommateur final et en plus pour la planète. Donc que ce soit une équation extrêmement sympathique à résoudre. Et concrètement, EcoSpirit, alors qu'est-ce que c'est comme solution et comment elle contribue effectivement à repenser, je dirais, cette partie-là de la chaîne de distribution? Alors, la solution, elle est en définitive assez simple. On réinvente un peu la roue. On revient 50, 60, 70 ans en arrière et à l'époque de nos grands-parents ou arrière-grands-parents, et on réinvente le système de consigne. Voilà. Ceci étant dit, comment ça marche exactement? En fait, le fournisseur, au lieu le distillateur, au lieu de nous envoyer directement son spiritueux en bouteille, il va nous envoyer plutôt le spiritueux en vrac. Alors, c'est dans des contenants entre 220 et 1000 litres. Donc, vraiment de taille raisonnable, disons-nous. Il nous envoie du coup ces contenants à Saint-Ouen-l'Aumône. Donc, à Saint-Ouen-l'Aumône, c'est les entrepôts de la maison du whisky. Et dans cet entrepôt, en fait, on va avoir ce que EcoSpirit a appelé un écoplante, qui est une unité en fait semi-automatisée qui va permettre de réembouteiller ce vrac dans un contenant, alors
plus petit que 1000 litres évidemment, mais un peu plus gros qu'une bouteille, qui s'appelle un écotote et qui fait 4,5 litres. Donc un écotote, c'est une bonbonne en verre, donc comme une Dame Jeanne, ce qui permet d'avoir un matériau inerte pour le spiritueux et de ne pas avoir, de garder l'intégrité qualitative en tout cas du liquide. Et cette bonbonne en verre va être protégée par une armature en aluminium et une coque qui est en plastique recyclé et recyclable. Donc on reçoit notre spiritueux en vrac, on le transforme en écotote de 4,5 litres. Ces écototes sont consignés, du coup. On l'envoie à nos clients CHR. Ils l'utilisent. Je vais revenir dans 30 secondes après comment ils l'utilisent. Et une fois que c'est vide, on vient les récupérer. On ramène à Saint-Ouen-l'Aumône, on lave, on stérilise et on re-remplit. Donc on voit qu'on a cette boucle de réutilisation du contenant. Et c'est un des axes principaux qui fait que on a une boucle un peu plus vertueuse et que on a une solution qui est plus éco-responsable en tout cas de la distribution. Donc j'ai dit que c'était un des deux axes. Le deuxième axe également, c'est que à chaque écotote utilisé, en fait, on est accompagné par un cabinet de conseil et de conseil en sustainable qui va aller cibler des forêts un petit peu plus en souffrance sur la planète, et à chaque écotote utilisé, on va venir planter un arbre dans ces forêts-là. D'accord. Ce qui nous permet également d'économiser un peu plus de CO2 par rapport à une utilisation classique de bouteilles. Le premier axe étant quand même le plus important, c'est-à-dire le fait de réutiliser le contenant. Donc, je reviens juste sur comment le CHR, comment un client on-trade va venir utiliser l'écotote entre guillemets. Donc, aujourd'hui, on met à disposition 2 accessoires qui permettent de le réutiliser. On a soit un gros bec verseur, et donc à ce moment-là, le bartender ou la personne du bar en tout cas va venir prendre l'écotote et reverser dans les bouteilles de la marque le liquide. Donc, on a une réutilisation encore une fois des contenants qui avaient déjà été utilisés, puisque en général c'est des marques que les bartenders utilisaient déjà avant. Donc au lieu d'acheter ces bouteilles de Citadel, il va les re-remplir à chaque fois avec les écototes. Et à ce moment-là, il le laisse en backroom et il ne voit pas ce magnifique objet. Ou la deuxième possibilité, on a développé également une solution de verse un peu automatique qu'on a appelée Smart Pour, parce qu'en anglais c'est un peu plus sexy, et qui permet d'avoir des doses directement en fait de spiritueux, donc du 2CL, du 4CL ou du 5CL. D'accord. Donc ça, c'est 2 solutions. Là, c'est des accessoires qui sont achetés par le bar. Cette fois-ci, c'est pas en location ni en consigne. Donc ça, c'est en fonction de l'utilisation que chacun y voit. Donc voilà. Donc il a 2 possibilités d'utiliser en fonction de ce qu'il a envie de faire. D'accord. Et donc vous avez lancé cette solution-là avec, j'imagine, certaines marques de spiritueux qui vous ont suivi dès le début. Tout à fait. Et donc on imagine qu'il y avait une ou plusieurs références de rhum, plusieurs références de gin. Vous avez tout de suite eu des marques qui vous ont fait confiance et qui vous ont suivi aussi sur ce projet-là? On a eu la chance d'avoir effectivement des marques avec qui on travaille très bien, qui sont pour nous les incontournables, en tout cas sur la Verse et sur le CHR, des références maison du whisky. Donc on a effectivement Maison Ferrand qui nous a suivis dès le début avec 3 références de rhum. Donc on a le Three Stars qui est le rhum blanc, le Original Dark pour la partie rhum brun et le Pineapple pour la partie Pineapple. Et également Citadel Gin, donc un gin français qui font partie directement de l'assortiment de base, dès le départ en tout cas des produits proposés en écotote. On a également Fer, la vodka, qui est rentrée directement dans le concept. Donc la française bio et équitable, donc qui fait complètement sens avec la solution proposée. Et on a également sur une partie Calvados avec Christian Drouin, partie sélection, sachant que là encore sur le Calvados, ça faisait pour nous beaucoup de sens, puisque avec les vergers qui sont plantés, on sait que en réalité l'impact carbone des vergers de Christian Drouin, elle est, alors je sais jamais dans quel sens elle est, mais elle est positive, c'est-à-dire qu'ils sont, ils captent plus de CO2 qu'ils n'en émettent. Donc tout ça faisait qu'il y avait une cohérence en tout cas dans l'assortiment qu'on proposait dès le départ, et c'est des références aujourd'hui qui sont vraiment des références de verse pour le monde du CHR.
Donc ces marques-là nous ont fait confiance dès le départ pour pouvoir être distribuées également en écotote. On n'a pas arrêté évidemment la distribution en bouteille et on a rajouté la possibilité d'être distribué en écotote. Aujourd'hui, la maison du whisky a lancé ce dispositif uniquement sur Paris et Petite Couronne en CHR direct. On s'est associé avec le grossiste Maison Richard, qui est un habitué de la consigne, donc qui est aussi une maison familiale, donc il y avait plein de points communs qui ont fait qu'on s'est associé à eux en premier sur leur zone de chalandise. Et du coup, si je parle uniquement sur la partie CHR direct, puisque je n'ai évidemment pas de vue sur la partie vente propre de Maison Richard, ce qui est important à noter, notamment d'un point de vue marque, il y a plusieurs choses. Un, c'est que nous, quand on fait de la prospection ou quand on va voir nos clients pour leur proposer la technologie, même si, parce que une des premières questions des marques, c'est si j'ai plus de bouteilles, en fait, je ne vais plus être visible. Donc, comment je continue à faire de la construction de marque? Donc, pour nous, il est très important, à minima, d'avoir, quand la personne va passer en écotote, dans le back bar, une bouteille de la marque pour garder la visibilité et exactement la construction de la marque. Et également, on pourrait se dire, enfin, nous, notre ambition avec EcoSpirits, ça a été, bon, évidemment, de faire un peu de conversion, c'est-à-dire de maximiser, on va dire, notre impact positif en termes d'éco-responsabilité, mais c'est également pour nous un moyen d'aller pénétrer un petit peu plus ce canal de distribution, donc du CHR, qui n'est pas le canal historique de la maison du whisky. C'est pas notre force de frappe première, évidemment. Donc c'est vraiment une logique de conquête également, et on le voit très clairement aujourd'hui. On continue une progression de notre base CHR classique, et en plus de ça, on vient alimenter en plus la partie écotote. D'accord. Et sur l'univers effectivement du bar, comment cette solution a été accueillie? Alors effectivement, ça répondait à des besoins, mais vous avez très vite et très rapidement converti les bars à cette nouvelle forme, ou est-ce qu'il y a eu des réticences? Quels ont été un peu les points qui auraient pu être bloquants, ou au contraire, il n'y a eu aucun point bloquant et tout de suite, les bars ont très vite adopté la solution? Alors, on a eu une adhésion quand même assez rapide à la solution, puisqu'au bout de 3 mois, on avait uniquement sur la région parisienne, enfin la petite région parisienne, on avait déjà une 40aine de comptes qui avaient adopté la solution, que ce soit des bars à cocktails, que ce soit des restaurants ou même des palaces. Aujourd'hui, donc au bout de 10-11 mois, on est à plus de 95 comptes. Donc vraiment, on voit qu'il y a une adhésion assez importante, en tout cas du monde du CHR pour cette technologie. Il y a plusieurs arguments très positifs qui font qu'il y a une adhésion entre guillemets assez simple. La première, c'est qu'il y a quand même un impact économique assez important à adopter cette solution par rapport à la solution bouteille, puisque encore plus aujourd'hui, j'ai envie de dire, le distillateur, le fournisseur n'ayant pas de coût d'emballage par rapport à une solution verre, et aujourd'hui le prix du verre, on sait qu'il n'est pas en train de diminuer, pour dire ça gentiment. Donc il nous permet en fait d'avoir accès aux mêmes produits, même qualité, sensiblement moins cher. Et nous, évidemment, on répercute cette différence de prix au niveau du client B2B. Donc aujourd'hui, un compte CHR a accès, en fonction des références, à la même qualité entre moins 20 et moins 40% par rapport à un prix bouteille. Donc minimum équivalent à une 5+1, qui sont les deals de verse assez classiques, parfois allant jusqu'à la 4+2, voire mieux. Donc effectivement, le premier argument qui est un argument économique, quand vous êtes un business qui a été fermé 90% du temps sur une année, c'est quand même assez important, et ça vous permet de diminuer vos coûts sans baisser la qualité. Et ça, je pense que c'est quand même extrêmement intéressant. Ouais. On sait, Maison du Whisky, en tout cas sur la plupart de nos produits, on ne vend pas de la toute entrée de gamme. Voilà, on est plutôt sur des produits premium, voire très premium. Donc de pouvoir proposer en fait des produits qualitativement premium, très premium, à des prix plus attractifs pour le monde du CHR, c'était quand même une promesse qui, je pense, a touché nos clients.
le deuxième argument, évidemment, qui est un argument écologique, qui fait que les bars peuvent communiquer dessus, notamment auprès de leurs clients, et ça donne une autre corde à leur arc pour pouvoir j'imagine, augmenter leur nombre leur passage et le nombre de personnes qui viennent dans leur bar. Et le troisième argument, qui est, je dis toujours un peu cerise sur le gâteau, c'est évidemment pas celui qui va les convertir, mais qui va leur faire plaisir en supplément, c'est qu'aujourd'hui un écotote, c'est 4,5 litres, donc un tout petit peu plus que 6 bouteilles, et par contre c'est 30% de moins en termes d'espace par rapport à un carton de 6. Et pour des bars parisiens qui n'ont pas des espaces de stockage à rallonge. c'est un argument, on va dire, logistique qui peut être intéressant. Donc ça, c'est vraiment sur la partie très positive. Là où ça a été parfois peut-être un petit peu plus lent, entre guillemets, ou en tout cas leurs premières interrogations et frayeurs pour la conversion, c'est justement sur la partie logistique aussi, qui est une gestion de la consigne. Et donc de se dire, j'ai envie de dire, il y en a de deux types. C'est une gestion financière, puisque du coup, ils doivent débourser pour la consigne au départ, et après c'est remis en avoir. Donc c'est une gestion supplémentaire, et du coup, il faut quand même la mettre en place. Et la deuxième, c'est s'assurer également que quand le livreur revient vous livrer votre nouvelle commande, eh bien, on pense bien à redonner du coup les écototes vides également pour pouvoir libérer de l'espace, etc. Donc, il y a une petite partie de logistique qui a, très clairement, en tout cas, été probablement la plus compliquée au lancement. Il y avait, c'était aussi un nouveau business pour la maison de whisky. On faisait pas de consigne avant, donc on a appris, on a essayé de faire en sorte que quand on l'a lancé, ce soit le plus smooth possible. Il y a forcément toujours des petits choses auxquelles on n'avait pas forcément pensé au départ. Donc voilà, ça a mis peut-être un tout petit peu plus de temps sur cette partie-là, mais aujourd'hui, l'intégralité des comptes qui ont commencé à travailler avec EcoSpirits sont toujours avec cette solution, et donc on est absolument satisfait, et il semble en tout cas que le marché soit satisfait aussi de cette solution. Et c'est vrai que peut-être pour terminer, le troisième pilier, on va dire, de cet ensemble marque-bar, c'est le consommateur. Et c'est vrai que pour le consommateur, c'est l'assurance déjà dans son cocktail, par exemple, d'avoir toujours un alcool de qualité, un spiritueux sourcé correctement et de qualité, et puis aussi de savoir qu'il a je dirais une empreinte environnementale plus maîtrisée et une traçabilité meilleure de ce qu'il a dans son verre. Complètement. Donc effectivement, on a fait un petit calcul rapide, entre guillemets, qui est pour un cocktail, un cocktail avec le spiritueux qui a été acheté ou utilisé via EcoSpirits et ou non EcoSpirits, et en réalité la différence entre les deux est environ, parce que ça dépend des cocktails, donc de la taille des cocktails, etc., mais c'est à peu près 500 grammes de CO2, 550 grammes de CO2 économisés via EcoSpirits versus non EcoSpirits. Et donc on avait fait un petit calcul pour s'amuser, entre guillemets, à la fin des 3 premiers mois d'exploitation, en tout cas, du système. Et on a vu qu'on avait, via nos ventes, économisé environ 4 tonnes de CO2. Et donc, ça faisait environ 4 allers-retours Paris-New York en classe économique. Ce qui est déjà un vrai changement. Ce qui est déjà un vrai changement. Évidemment, c'est une goutte d'eau parmi l'intégralité des mesures qui doivent être mises en place pour faire en sorte que dans 100 ans, la planète soit toujours viable. Mais ça permet de trouver quand même des solutions plus éco-responsables pour l'industrie des spiritueux, qui est une industrie qui émet du CO2, puisque il faut produire du verre, il faut produire des spiritueux aussi, et voilà, si on peut contribuer à faire en sorte d'avoir un impact un peu moins important sur la planète, c'est toujours important d'essayer de trouver de nouvelles solutions. Ouais, brique et vraie brique. Exactement. Et donc on a parlé des comptes, on a parlé des clients, mais il y a aussi du coup l'impact pour les marques. Et autant au départ c'est nous c'est Maison du Whisky qui a proposé la technologie au niveau des marques. Maintenant on voit que c'est également les marques qui viennent nous voir parce elles voient l'importance à la fois d'un côté distribution et d'un côté environnemental pour leur propre business, et elles viennent nous voir également pour rentrer dans le process, dans le projet. Et en plus des marques que j'ai citées dès le départ, on a dès aujourd'hui, on a par exemple Select Aperitivo qui est rentré pour faire des spritz un petit peu plus sustainable. On a une cachaça avec Abellia qui est également bio qui vient de rentrer. On a un whisky français avec Armoric, donc on reste dans la thématique locale.
Et on a également Compass Box, donc un blend écossais pour pouvoir venir compléter l'assortiment aujourd'hui et des nouvelles marques qui arriveront en 2023, évidemment. Quel teasing. Exactement. Et on imagine qu'il y a aussi d'autres projets de développement. Demain, comment est-ce qu'on peut imaginer le développement d'EcoSpirit en France ? Alors, il est à mon avis de plusieurs, pas à mon avis puisque évidemment on est en train de travailler dessus ardemment. Et, il vaut mieux puisque nous sommes fin novembre, donc si on a envie de le mettre en place pour 2023, il est grand temps de s'y attaquer. Donc, on va le segmenter en plusieurs axes, on va dire. Donc, si on continue sur la partie CHR, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, on est uniquement présent sur la partie Paris en CHR direct, plus avec le partenariat Maison Richard sur leur zone de chalandise, mais ça veut dire qu'on ne couvre pas l'intégralité de la France. Donc on a pour projet en 2023 de faire, d'étendre en tout cas le territoire où est présent EcoSpirit sur l'intégralité de la France. Mmh. Donc là, on est en train de travailler à des propositions pour pouvoir en fait mener à bien ce projet pour 2023. Donc j'espère, mon ambition personnelle, c'est qu'à fin 2023, n'importe qui puisse, dans n'importe quelle région ou département de France, avoir un endroit pour pouvoir déguster un bon cocktail qui soit plus éco-responsable. Donc pourquoi pas une petite carte avec l'intégralité des bars qui proposent la solution, d'ici 2023. Donc ça c'est évidemment un gros projet, un gros axe sur lequel nous sommes en train de travailler. Et depuis le début, en tout cas, de cet échange, on ne parle que du CHR, mais il me semble que ce n'est pas le seul canal de distribution B2B qui existe. Du coup, on est en train de travailler également sur une proposition axée pour les cavistes indépendants. Enfin, et cavistes chaînés d'ailleurs, cavistes tout court. D'accord, ouais, encore des beaux projets. Des beaux projets avec, je pense, notamment sur la partie caviste, une patte maison du whisky certaine, avec plutôt axé sur des produits un peu plus exclusifs, un peu plus embouteillage spécifique en tout cas à proposer pour nos cavistes. On a hâte de découvrir ça. Moi aussi, non je rigole. Écoute, on arrive à la fin de cet entretien. Je trouve que c'était vraiment très intéressant de voir un peu effectivement comment la maison du whisky a pu travailler sur tous ces éléments-là et puis de comprendre un peu cette solution qu'est EcoSpirit. Toi qui as travaillé sur le projet depuis ses débuts, quelle est la facette de ce projet qui, je dirais, t'a le plus motivé ou t'a le plus intéressé ? Waouh, question alors très intéressante. Alors, ce que j'ai trouvé extrêmement intéressant en fait dans ce projet, c'est qu'en réalité, il est extrêmement complet parce qu'aujourd'hui, on a parlé principalement de la partie business, mais en réalité, il y a des questions de légalité, il y a des questions de supply, il y a des questions de production, il y a des questions de commerce, il y a des questions marketing. Et le fait de pouvoir trouver un projet qui me permette d'aller toucher littéralement l'intégralité des services au sein de la maison de whisky, c'était extrêmement intéressant. Donc ça, c'est très très égocentré quoi. Ensuite, je trouve que c'est quand même d'un point de vue plus business, une technologie et un projet qui était complet, car évidemment il va permettre de répondre à une question très business qui est comment je trouve des opportunités supplémentaires pour aller augmenter mon CA et aller toucher plus de clients, mais qui prend en compte quand même une dimension qu'on ne peut plus ignorer aujourd'hui, qui est l'impact environnemental, et de trouver des solutions qui à la fois permettent d'aller chercher plus de clients et chercher à toujours créer plus de valeur, mais en même temps de diminuer l'impact environnemental sur la planète, c'est quelque chose que j'ai trouvé extrêmement plaisant. Ok. Et après c'est presque 2 ans passés à la maison du whisky. Sur le volet peut-être de ta découverte et ton intérêt du monde des spiritueux spécifiquement, qu'est-ce que tu retiens ?
Alors, je retiens que effectivement, je n'y connaissais strictement rien en arrivant à la maison du whisky, et pas tellement en termes de dégustation, parce que ça, j'ai envie de dire, c'est comme pour le vin, il suffit entre guillemets juste de déguster pour améliorer, pour augmenter en tout cas l'éducation de son palais, à divers produits. Mais par contre, ce que je ne soupçonnais pas, en tout cas pas à ce point, c'est la diversité des produits, de leurs spécificités et l'intérêt que ça peut, en tout cas que ça m'a suscité, parce que si je caricature, on va dire, en tout cas pour moi, femme ayant très peu dégusté de spiritueux ou en ayant probablement des a priori que je ne suis pas la seule à avoir, typiquement sur les whiskies, on se dit c'est une boisson forte par exemple, donc qui est plutôt réservée le soir, en tout cas en fin de repas, et globalement de toute façon la céréale on s'en fiche un peu, le terroir on s'en fiche un peu puisque tout est distillé, donc ce qui compte c'est les fûts dans lesquels on va faire vieillir le tout, quoi. Je caricature, mais globalement, je pense que je suis pas complètement la seule à avoir encore ce type de, en tout cas à l'époque n'avait pas ce type de réflexion. Et en fait, au fur et à mesure des découvertes, des échanges qu'on peut avoir avec les fournisseurs et des fournisseurs qui parfois ont des approches différentes aussi de la tradition, on se rend compte en fait que ce qu'on pensait connaître ou ce qu'on connaît en réalité de ce milieu-là, c'est une micro-partie de l'immense champ des possibles dans l'univers des spiritueux, et qu'il est au moins aussi vaste que celui du vin par exemple, qui est, j'ai envie de dire, beaucoup plus connu des Français, puisque culturellement on boit plus facilement, c'est pas qu'on fait plus de vin à mon avis que des spiritueux, mais c'est juste qu'on en boit plus facilement, quoi. Oui, on a plus facilement accès au vin et à la culture qui est tout autour. Exactement. Encore un long chemin à parcourir avant d'essayer d'avoir une connaissance, on va dire, à peu près suffisante de ce monde-là, en tout cas. Écoute, un grand merci. Peut-être pour finir, on a parlé bar, on a parlé cocktail. Et quel est ton cocktail préféré? Waouh. Question intéressante, et j'ai envie de te dire, ça va aussi dépendre, je vais répondre pas une réponse de Normand, mais pas loin. Ça va également dépendre des moments et de qui le fait. En gros, est-ce que si tu me demandes moi de me faire un cocktail, évidemment je n'aurais pas le talent d'une Margot Le Carpentier ou d'un Maxime Pottefer, tu vois. Donc je vais avoir un petit peu je vais me faire un truc assez simple. Et dans ce style-là, il y a soit le spritz, si j'ai envie d'un truc un peu sympa, soit un Negroni plutôt en fin de repas également. Donc ça fait partie de mes cocktails préférés. Et sinon j'ai juste à aller dans un très bon bar à cocktails et qui utilise 36 000 ingrédients différents. Et voilà. Génial. Un grand merci, Constance, et puis à bientôt. Merci beaucoup et ravi d'avoir pu échanger avec vous, et j'espère que ça vous aura plu. Eau de vie, c'est terminé pour aujourd'hui. Enfin presque. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à noter Eau de vie 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire pour nous encourager. C'est ce qui nous aide à gagner en visibilité et nous encourage à produire toujours plus d'épisodes. Enfin, si vous souhaitez en apprendre plus sur l'univers des vins, des spiritueux et du monde de la boisson en général, rejoignez-nous sur Speakeasy, le lien est dans la description. Merci encore et à la semaine prochaine.